Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir. Thierno Souleymane Diopnian. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, en seconde partie, nous recevons Cher Footstyle, qui est un freestyler dont les vidéos sont visionnées des millions de fois à travers le monde, ainsi que le rappeur, auteur, compositeur, interprète Rex T, qui viendra nous présenter son nouvel album African Style. Mais tout de suite, nous allons recevoir un enseignant-chercheur en modélisation mathématique, système d'information et applications informatiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il dirige également Bajordo, un groupe de recherche sur le patrimoine intellectuel sénégalais. Il publie l'essai intitulé « Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données au Sénégal ». Nous recevons le professeur Mamadou Yourissal. Nous recevons également une sage-femme de métier très tôt préoccupée par le statut des femmes dans la société. Elle vient de publier aux éditions Seguima le roman intitulé « Kani, une innocence trahie ». Nous accueillons Madame Fatou Sowsek. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Nous allons commencer par vous, professeur. Vous venez nous présenter cet essai qui est intitulé « Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données du Sénégal », qui est la deuxième édition de cet ouvrage-là. Mais à chaque fois, je me dis que c'est un ouvrage dans un ouvrage, en fait. Parce que je pense que les potentialités des diplômés d'Al-Azhar, c'est juste un prétexte pour parler de ce problème qui est un de vos chevaux de bataille, quand même. C'est le rôle que jouent les diplômés arabophones au Sénégal. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, vous nous prouvez, comme à chaque fois, hein, avec les chiffres à l'appui, qu'ils ne sont peut-être pas utilisés comme ils devraient. Effectivement, je voudrais d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs du dimanche soir, qui est très regardé, j'espère, par tous mes amis du monde musulman et arabe. Et effectivement, vous avez raison de le dire, c'est un cheval de bataille qui date de longtemps, mais c'est la place du système éducatif qui est là depuis plus de 1000 ans, qui a précédé le système éducatif officiel, qui est un peu marginalisé. Et c'est ça vraiment la raison d'être de ce livre-là, pour montrer quel est le cheminement, la trajectoire de ceux qui ont fait ce système éducatif-là. Qu'est-ce qu'ils deviennent en quittant les pays? Ils sont obligés de quitter les pays avec une trajectoire de contournement pour revenir diplômés comme les autres et être reconnus. Mais c'est la trajectoire qui est longue, qui est difficile. C'est ça que je voulais montrer. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent devenir en quittant le pays? Mais ils peuvent le devenir aussi en restant, si on a la volonté de le faire. C'est ça la raison d'être de ce livre-là. Parce qu'au début, vous nous avez parlé de cette université d'Al-Azhar qui se trouve en Égypte, l'une des plus grandes universités au monde, surtout du monde arabophone. Le Sénégal est le deuxième pays africain en termes d'étudiants qui étudient là-bas, derrière le Soudan et même devant le Nigeria, qui fait quand même près de 200 millions d'habitants. Et là, on voit que malgré ça, les diplômés qui sortent de cette université ne jouent pas les grands rôles par rapport aux autres diplômés des autres pays, parce qu'on voit que les 3/4 viennent d'Asie. Le sort qui est le leur n'est pas le même que celui des diplômés sénégalais. Effectivement, ça c'était une surprise à l'une. Le fait de voir le Sénégal en deuxième position en termes de nombre de diplômés de l'Azhar. Il y a beaucoup de pays arabes. Le Sénégal ne fait pas partie du pays de la Ligue arabe. C'est le Soudan qui est presque un pays arabe. Donc, trouver le Sénégal en deuxième position, c'était surprenant. Même pour nos amis de l'Azhar, parce qu'ils n'avaient pas fouillé les statistiques. Moi, j'ai fait le tri et j'ai fait le classement. J'ai trouvé le Sénégal arrive en deuxième position en nombre de diplômés. Et en 2003, les Sénégalais représentaient 600 Sénégalais, jeunes Sénégalais, à El Azhar.
à tous les niveaux, même primaire, moyen, secondaire, jusqu'au supérieur. C'est ça qui m'a un peu surpris, moi aussi, en disant que je m'attendais à ce qu'il soit au niveau secondaire et supérieur, mais niveau moyen, même primaire, c'était un peu étonnant. Donc finalement, c'est leur système éducatif, c'est leur premier système éducatif, en fait. Parce qu'ils ont fréquenté ce système, El Azhar, bien avant qu'on ait notre indépendance, depuis longtemps. Et en termes de nombre aussi, actuellement, ils sont très nombreux. Donc plus nombreux qu'à l'époque que les étudiants de Gaston Berger, qui faisaient 600. Donc je me suis dit que c'est la deuxième université, au moins, des Sénégalais. Et pourtant, ils reviennent avec tous les profils, avec tous les diplômes. Et souvent, on ne les reconnaît pas comme tels. Leur profil n'est pas reconnu. Ils sont orientés vers l'école normale pour devenir enseignants. Enseignants en arabe. Enseignants en arabe. Et parfois à des niveaux vraiment moyens. Niveau moyen, peut-être, ils reviennent avec un diplôme qu'on appelle licence, mais qui est un diplôme de Bac plus 4. Mais c'est l'appellation qui trompe. C'est l'appellation française qui est Bac plus 3. Mais là-bas, licence, c'est Bac plus 4. Non, mais même ici, au départ, licence, c'est ce qu'on appelle après la maîtrise. Effectivement. Première année de licence, ils deuxième année de licence. Ils ont tout fait pour rectifier, ça ne marche pas. Donc, ils sont considérés comme diplômés de Bac plus 3. Donc, ils sont recrutés au niveau moyen. Et toujours enseignants, avec vraiment des positions parfois très frustrantes. Et là, qui en perd? Ce n'est pas eux. Ils reviennent ingénieurs agronomes, parfois médecins, mais les médecins souvent sont dans les pays arabes. Il y en a un qui est rentré, c'est Ousmane Dem, qui a occupé une position, mais c'est rare. Mais quand ils sont médecins, ils vont ailleurs, ils sont recrutés ailleurs, ils ne reviennent pas. Ils sont informaticiens, des gens comme moi, par chance, qui trouvent un poste à l'université. Mais parce que vous êtes passé, vous, par la France également. Oui, je suis passé pour avoir une peinture bleu, blanc, rouge. C'est ça que je dis. Et quand je regarde mes collègues qui n'ont pas cette peinture-là, ils ne sont pas reconnus. C'est la seule différence. Moi, je suis passé en France, prendre une peinture bleu, blanc, rouge, et je reviens, je suis reconnu, je suis intégré. Mais ceux qui n'ont pas cette peinture-là ne sont pas intégrés. Pourtant, nous avons fait la même école. Et certains sont restés comme enseignants en mathématiques en France, malheureusement. Absolument. Comme le disait Senghor. Parce qu'on a eu quelqu'un qui était recteur de la faculté des sciences, je pense, le professeur Sankhare. Doyen. Le doyen, exactement, le professeur Sankhare, lui qui était arabisant, et qui allait, je pense, en Allemagne, qui a fait des études en mathématiques, qui était professeur de mathématiques, et qui a eu à peu près peut-être un parcours similaire au vôtre. Mais là, peut-être à la décharge des autorités sénégalaises, vous nous avez dit que quand le responsable de l'université Al-Azhar est venu au Sénégal en 1995, le constat qu'il a fait, c'est que tous les diplômés d'Al-Azhar n'avaient pas un rôle prépondérant dans la vie politique ni dans la vie économique du pays, qu'ils étaient plus dans des associations islamiques et des choses comme ça. Et à partir de là, il a commencé à intégrer les étudiants dans les autres filières. Parce que jusqu'à présent, il faut reconnaître que les étudiants étaient le plus souvent dans les filières islamiques, je dirais. Parce que c'était ces filières-là qui étaient, je pense, qui étaient gratuites, qui étaient subventionnées pour nos étudiants. Toutes les autres filières étaient payantes. Et peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, par rapport à ces 10% de Sénégalais qui étaient à Al-Azhar, quel est le pourcentage, vous ne l'avez pas peut-être précisé, le pourcentage de gens qui n'étaient pas dans ces filières islamiques. Peut-être qu'ils n'étaient pas nombreux et que le gros du lot, c'était des gens qui avaient fait des études de charia. Permettez-moi de dire bonjour au professeur Sankhare. C'était mon modèle. C'est à cause de lui que j'ai pris l'orientation de faire des sciences. On n'osait pas le faire. Parce qu'il y avait un arabisant quelque part qui a osé faire la filière scientifique et qui est allé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai osé. Parce qu'on va là-bas sans rien, vierge en sciences mathématiques. Parce qu'on ne l'apprend pas ici. Donc il faut oser quand même s'orienter vers ces filières-là. Il vient d'être primé. Il a un prix comme meilleur contributeur en mathématiques en Afrique, Sankhare. Donc, toutes mes félicitations au professeur Sankhare. Effectivement, on ne s'est pas mis à table pour réfléchir sur notre système éducatif. On a attendu les années 80 pour organiser des états généraux d'éducation. Comme si ce qui était là, après l'indépendance, était bon. Parfait, rien à dire. Le système officiel qu'on a hérité est bon. C'est notre système éducatif. Et les autres ne l'ont pas fait. Il y a eu quand même une œuvre de rectification, de révision. On a notre indépendance, révisons quand même ce que nous devons réviser. Le système économique, le système politique, peut-être ce n'est pas très grave, mais le système éducatif, il fallait coûte que coûte réviser et revoir ce qu'on a hérité. Parce que ça, c'est le socle
qui fait la société. Les autres systèmes, on peut retarder. Mais attendre jusqu'aux années 80, après le départ de Senghor, pour revenir et réfléchir sur notre système éducatif, c'est ça qui nous a retardé. Ce que vous dites là est vrai. Tous les Arabes ont la même logique. Dire qu'on forme les Africains pour qu'ils rentrent prêcher l'islam et devenir propagateurs de l'islam. C'est ça, eux, leur politique, leur vision. C'était ça aussi Al-Azhar. Les Africains qu'ils reçoivent, c'était pour les former, qu'ils deviennent de bons prêcheurs. C'était ça le but du jeu. Mais les Africains, surtout les Sénégalais, ont quitté le pays pour avoir du savoir, tout simplement. Et dans tous les domaines. Et nous tous, moi, j'ai fait Al-Azhar 2 ans en sciences mathématiques. C'est comme ça, il n'y a que 2 branches, sciences maths et sciences littéraires. Moi, j'ai opté pour sciences maths. Mais je savais qu'il me restait 1 an pour faire le bac. Et si je fais le bac, même si c'est en maths, on va m'orienter dans les facultés islamiques. J'ai quitté Al-Azhar pour aller à l'université du Caire, pour regagner le système officiel. Absolument. Moi, j'ai fait le système officiel, pas Al-Azhar. C'est différent. Donc, c'est là que j'ai pu faire mon bac scientifique et j'ai intégré la faculté de sciences. Mais c'était la politique d'Al-Azhar, mais parce qu'on avait une convention avec le Sénégal. Le Sénégal n'a pas renouvelé la convention. Donc, pour intégrer les autres facultés dites modernes, traduction, un système d'éducation, sciences, il fallait payer cher. C'était payant. Parce qu'on n'a pas de convention, on n'est pas pays membre de la Ligue arabe. Le Sénégal n'a pas renouvelé la convention. Donc, ils ont demandé au Sénégal, si vous voulez intégrer les facultés dites modernes, il faut payer cher. Ils ne pouvaient pas payer. Mais quand même, on a eu des familles qui ont investi. On a eu des Sénégalais qui ont fait les HEC d'Al-Azhar. Et vous en connaissez certains. Vous connaissez Ahmed Badayoun Mbacké de Rawou Rayahin. Il a fait HEC d'Al-Azhar. Il y a certains moments du Diallo Ousmane Sow, ils ont fait HEC d'Al-Azhar. Ils ont payé cher. Comment? Avec leur famille. Mais ce n'est pas l'État du Sénégal qui a payé, parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Faculté de sciences, j'ai un collègue qui est enseignant en maths aujourd'hui en France. Il s'est donné les moyens de trouver. Sinon, ils allaient bloquer les résultats. Ils ont bloqué, à un moment donné, tous les résultats des Sénégalais qui ont fréquenté la faculté moderne parce que leur État ne paye pas. Eux, ils ne peuvent pas payer. Donc, on a masqué les résultats. Ils sont rentrés sans résultat. C'est l'ambassadeur qui a attesté. Ils ont fait telle faculté. Ils ont eu de bons résultats. Ils sont rentrés sans diplôme. Sans diplôme parce que leur État n'a pas payé. Donc, il ne faut pas essayer de douaner nos autorités. Franchement, c'est la volonté politique qui manque. On passe à côté en disant que, c'est ça qui est intéressant à Lyon, en disant que, imaginez que la confiance sociale est investie sur ce système éducatif-là. Toute la confiance sociale, vous êtes très bien placé pour le savoir, toute la confiance sociale. Je l'ai dit sur, enfin, on m'a invité dans beaucoup de radios et télé, j'en ai parlé. Je dis, la confiance sociale est entre les mains de ceux qui ont fréquenté ce système éducatif-là. Maintenant, la confiance de l'État est entre ceux qui sont sortis de son système officiel, c'est normal. Mais il y a un hiatus. Cet écart-là nous pose problème. La confiance sociale est quelque part, l'élite sociale est quelque part, mais l'élite officielle est de l'autre côté. Et les discours, parfois, sont conflictuels. C'est ça qui est grave. Donc, il faut œuvrer pour avoir un système, pas, on dit inclusif, mais intégré. Inclusif, c'est comme s'il y a un système qui est là, qui est référentiel, qui va inclure l'autre. Et là, pour certains, c'est le système officiel qui doit inclure les autres. Non, le système officiel n'est pas parfait et que les gens n'ont pas adhéré à 100% au système officiel. Donc, il faut revoir tout pour avoir une école intégrée qui permet à tous les Sénégalais d'acquérir le savoir dans tous les domaines. Non seulement il n'est pas officiel, mais il n'est pas antérieur. Je pense que le système arabo-musulman est antérieur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le gros de votre ouvrage, c'est des tribunes socio-religieuses avec beaucoup de réflexions par rapport à toujours ce même thème-là. Et je vais passer la parole peut-être à mes camarades pour en parler un peu plus, en commençant par Laura. Merci. Bonsoir professeur, merci, bonsoir. Félicitations pour votre ouvrage. Un ouvrage qui pose un certain nombre de questions auxquelles vous tentez très justement d'apporter des éléments de réponse. J'ai trouvé que c'était en tout cas très bien sourcé. Il y a une 60aine de sources quand même pour comprendre des sources sur l'enseignement en fait arabo-islamique ici au Sénégal. Donc j'ai trouvé ça très bien. On comprend mieux aussi avec votre ouvrage l'attachement des Sénégalais à la culture arabo-musulmane et c'est une invitation finalement à se pencher sur la relation scientifique entre l'Égypte et le Sénégal, la place des arabisants dans la société, comme on l'a dit, comment en tirer profit. Et il y a il y a un certain nombre de questions qui m'ont intéressée évidemment dans votre ouvrage, mais particulièrement celle sur la laïcité à la sénégalaise.
que vous évoquez et la religiosité dans la société. Donc, j'aimerais en fait que vous, si c'est possible, que vous nous disiez un mot sur cette partie de l'ouvrage. Comment vous avez décidé de l'aborder, donc cette question de la laïcité à la sénégalaise, et pour que nos téléspectateurs peut-être puissent un peu comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup pour cette question. En fait, je n'arrive même pas à définir la laïcité à la sénégalaise. C'est une façon de parler. Je l'ai appelée laïcité anti-urbanée. Parce qu'on a du mal à l'assumer. On veut se démarquer de la France, qui est anticléricale, anti-presque église, mais on n'a pas encore trouvé nos marques. On a des difficultés, il faut le dire. L'enseignement, on dit que c'est laïque. Donc on ne veut même pas ouvrir une faculté de théologie. D'accord. Mais il y a des mosquées à l'intérieur de l'université. Il y a des daïras partout. Sauf qu'on ne peut pas, sur le plan scientifique, ouvrir une faculté de théologie ou bien de sciences islamiques. Qu'est-ce qui nous l'interdit? C'est la laïcité. On veut dire l'enseignement est laïque, c'est pour cela, c'est le seul argument. Mais on a toléré des mosquées à l'intérieur et des daïras chaque vendredi. C'est vraiment le lieu le plus vivant en termes de religiosité de l'université aujourd'hui. Tout le monde le sait. Et même il y a des conflits tout le temps. Nous, à l'UGB, on a eu des mosquées fermées parce qu'il y a eu des conflits. Donc on a du mal à trouver notre marque. Et ce qui m'a un peu... Enfin, ce qui me pousse à me poser des questions, ce n'est pas pour définir, c'est pour m'étonner. Vous savez, nous sommes un pays plus musulman que l'Égypte. L'Égypte a 8% de chrétiens. Hein. Donc, en termes de proportion, nous sommes un pays, enfin, par rapport à l'Égypte, nous sommes un pays musulman, quand même, on peut le dire, en termes de proportion statistique. J'ai fréquenté la Malaisie, ils sont 60% de musulmans. Mais leur façon d'assumer leur islam m'a séduit, sans complexe. Toutes les autorités, s'ils sont musulmans, ils l'assument. J'ai assisté à une conférence mondiale sur les statistiques. Mahathir l'a présidé. Quand il a commencé son discours par Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, après il continue avec leur langue, j'ai un peu tiqué. Il dit, ah, ça. Et pourtant, ce n'est pas grave. C'est sa religion qu'il assume. Il n'y a aucun problème. C'est comme un Sadio Mané qui marque un but, qui fait sa prosternation. Mais chacun assume ce qu'on nous dit là-bas, au centre et tout ça. C'est leur débat. Mais nous avons notre religion. Nous l'assumons tout simplement. Si on est chrétien, on l'assume, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas ces termes ostentatoires ou tout cela. C'est ça qui manque. Donc j'ai du mal à définir, à trouver des contours dans notre laïcité. Et on tâtonne, nous tous nous tâtonnons. J'ai dans ces tribunes, vous verrez une tribune avec Abdou Diouf dès son avènement. Et nous tous, ça nous a marqué, tous les arabisants. On a un président, Léopold Senghor, qui est là, qui assume quand même son penchant pour tout ce qui est philosophie grecque et tout. Et ses discours sont illustrés par ça, sa culture gréco-latine. C'est normal. Abdou Diouf vient, peut-être il veut montrer autre chose. Il va à Taïf, le premier sommet de l'OCI. Il veut illustrer son discours, on le comprend. Mais il peut rester dans le français. Mais il veut l'illustrer par la langue arabe. Et pourtant, c'est le métissage qui devrait être ordinaire au Sénégal. Un Sénégalais, pour moi, il a commencé à le dire, un système qui est là depuis plus de 1000 ans. Depuis le 8e siècle, on a constaté comme il y a quelques bidips de ce système d'enseignement-là. Depuis le 8e siècle, un siècle après l'islam. Un Sénégalais, pas forcément musulman, doit avoir cette culture-là qui lui permet de pouvoir lire le Coran. Ce sont des compétences, ce n'est pas une question de la culture islamique. C'est comme si vous vivez en Israël et vous avez quelques cultures judaïques. Ou bien en France, judéo-chrétienne, comme il dit, c'est leur base. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien ou non, mais c'est la culture qui est là. En Égypte, les chrétiens, moi j'étais avec des chrétiens dans une classe, mais quand on dit faites la prière, du Falaq et Agnas, mais les chrétiens comprenaient quand on dit Falaq et Agnas, c'est la prière tout simplement. Ils prient avec leurs moyens de prière. Parce que ce n'est plus maintenant religieux, mais c'est une façon de parler. Ce sont des valeurs qui sont diffuses dans la société. Donc c'est ça, pour résumer, pour ne pas aller trop loin, de dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, je ne parle pas des statistiques et de tout cela, les valeurs islamiques sont diffuses dans notre société. Ils sont confondus souvent même avec les valeurs traditionnelles. On n'arrive pas à les séparer difficilement parce que ça y a très longtemps. Mais il faut assumer ce que nous sommes et être à l'aise et préparer nos gosses à vivre aisément et s'épanouir dans cette société-là parce qu'ils ont les bases, les compétences nécessaires pour y vivre. Je ne peux pas comprendre, moi, un collègue, docteur ou bien professeur à l'université, à un certain âge, parce qu'il a besoin maintenant de la religion. Il vient me dire que, voilà, Ayatul Kursi, vraiment, j'ai du mal, je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que ma façon de réciter Ayatul Kursi, est-ce qu'elle est correcte? Il est professeur, il est né ici, il a grandi ici. Ah, mais c'est déjà bien quand même.
Oui, au moins, il fait cet effort. Je reproche à ce système-là qu'il a vu grandir. Il sait qu'il aura tôt ou tard besoin de ça, de ces compétences-là, de pouvoir lire en caractère arabe. On ne lui a pas donné ça. C'est ça qui m'a étonné. Ibrahim Fall l'a dit, je l'ai dit dans un livre. Ibrahim Fall, ancien ministre des Affaires étrangères, il a dit, j'ai pu travailler avec toutes les langues pratiquement que j'ai apprises au lycée. Anglais, français, peut-être d'autres langues, je ne connais pas. Mais j'ai du mal à travailler avec l'arabe. Bizarre. Même lui, il a dit que c'est bizarre. L'arabe devrait être quand même une compétence de base de tous les Sénégalais, comme ça l'est au Tchad. Mais on n'a pas voulu assumer cela. On l'a dit depuis longtemps. Les choses s'accumulent. Mamoussé l'a dit. On ne peut pas éliminer. On accumule. Tout est à nous. Ce que l'Orient nous a apporté est à nous, ce que l'Occident nous a apporté à nous. Mais il faut bien l'assumer et le digérer. Il ne faut pas essayer d'écarter une partie en disant que oui, ça peut-être c'est dans le domaine. Non, non. On va vraiment priver nos enfants des moyens de vivre aisément dans cette société-là et d'assumer leur sénégalité. Clairement. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bon, je dois vous féliciter pour cet ouvrage, parce que pour moi, c'est un ouvrage scientifique très important. Il est très bien écrit. Il donne beaucoup d'informations parce que, comme l'ont dit mes collaborateurs, mes collègues, c'est vraiment un panier d'informations sur déjà les diplômés sénégalais, en tout cas africains, qui ont fréquenté cette très grande université. Mais c'est surtout aussi une réflexion sur l'islam politique, sur les grandes figures islamiques, sur un peu la place de l'islam dans notre société. Vous avez parlé tout à l'heure d'un peu d'aujourd'hui de cette culture islamique qui est en nous depuis très longtemps et que nous devons assumer quelque part. Et vous avez aussi parlé un peu de notre rapport avec la France. Si je m'arrête d'abord là, je suis d'accord avec vous. C'est que la France, depuis très longtemps, depuis notre collision avec ce pays-là, ne cesse d'influencer notre marche à tous les niveaux, politique, économique, social. Et que cette France-là, quelque part, nous empêche de nous assumer, de faire émerger nos propres potentialités. Vous avez raison. Par contre, ma première question, elle vient là. Et c'est dans votre ouvrage. Quand vous dites, et vous convoquez l'ex-premier ministre du Sénégal à la page 64, je ne sais pas si c'est lui qui le dit ou c'est vous qui le dites. Quand vous dites que... C'est quel premier ministre? Seulement, vous parlez de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Vous dites l'ex-premier ministre, sachant que le Sénégal est né d'un double viol, oriental d'abord, occidental ensuite, tient culturellement à reconnaître pour l'assumer cette filiation extraordinaire. Moi, j'ai un problème. J'ai été choqué. Viol. On a été violé? Comment? C'est la colonisation que j'appelle viol, parce que quand même c'est violent quand même. Pour moi, la colonisation est violente, hein, parce qu'il est vrai que je ne devais pas comparer les deux, et je les sépare tous les deux, mais quand même, c'est qualifié comme ça ailleurs. La colonisation est plus dur même que le viol. Il y a plus que le viol, la colonisation. On emporte notre personnalité, notre tout, et c'est ça qui nous amène là où nous sommes. Et là, ce que vous dites là, Thierno Souleymane, vous êtes bien nommé. J'aime bien votre nom. Mais Thierno Souleymane, il y a un problème. Je ne reproche pas à la France. Je me reproche moi-même et je reproche aux Sénégalais. Maintenant, nous sommes indépendants. La France, quand même, c'est visé, c'est finalité. Nous sommes libres. C'est ce que je dis. Rien ne nous empêche d'ouvrir une faculté de sciences islamiques pour former nos gosses à avoir une vraie connaissance islamique. Pourquoi les envoyer ailleurs? Ça, ce n'est pas la France. La France peut ne pas avoir de faculté de théologie, s'il veut, de sciences islamiques. Mais nous, est-ce que c'est la France qui nous l'interdit? Je suis d'accord avec vous. Mais je tiens aussi à vous dire, et vous l'avez rappelé dans votre ouvrage, nous avons une longue tradition islamique. L'université de Pire, cette très belle université des années 1600, qui a malheureusement, la bibliothèque a été brûlée comme la bibliothèque d'Alexandrie. Mais je veux dire que la présence islamique, elle est là depuis très longtemps. Et vous l'avez rappelé déjà, l'islam a irrigué la révolution de Thierno Souleymane Baal, n'est-ce pas? Lui, c'est un vrai Thierno, n'est-ce pas? Et ça, c'était en 1776, avant la fameuse Révolution française. Et vous l'avez même dit quelque part, c'est que grâce à ce mur islamique
l'éducation française n'a pas fait les dégâts escomptés de l'autre côté. Et donc, nous sommes restés droit sur nos bords. Et c'est pourquoi moi, j'aborde la seconde question. Et vous l'apportez quelque part. Vous dites que quelque part, quand on évoque le traitement des talibés, quand on parle de mendicité, etc., ça choque parce que c'est comme si de l'autre côté, ils nous instrumentalisent, ils nous disent non, c'est les droits des enfants, etc. Moi, personnellement, je pense qu'on peut éduquer les enfants, on peut les former, les formater, les édifier sans les violenter. Parce que j'ai donné l'exemple la dernière fois ici. On a au Sénégal un homme qui est décédé qui est parti en 2007, c'est le 5e khalife général des Mourides, qui a formé, qui a mis en place, qui a fait essaimer énormément de dara dans ce pays-là, et personne n'ose lever le plus petit doigt à l'encontre d'un enfant. Donc ce n'est pas forcément quelque part de l'instrumentalisation, ou bien Ça, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question-là, je n'ai pas défendu tout cela. Moi je dis le contraire, c'est le livre. Le livre, c'est de dire qu'est-ce qu'ils peuvent devenir ces enfants. Parce que le focus que vous mettez, souvent c'est la presse, le focus qu'on met, quand on parle de ce système éducatif-là, c'est la mendicité, c'est les talibés. Nous venons de sortir d'un congrès dans le Fouta. Vous l'avez bien peut-être vu à travers les médias. Un congrès qui a réuni, pas les talibés cette fois-ci, mais les étudiants ou bien les maîtres coraniques, ou bien les universitaires de ce système éducatif. On ne les montre jamais. Soit on montre les talibés, ou bien on montre les marabouts qui frappent les talibés. Mais ceux qui sont entre les deux, qui étudient, qui sont à un niveau supérieur, on ne parle pas d'eux. Ce sont ceux-là qui vont à El-Azhar revenir diplômés. Ce sont ceux-là qui ont fondé l'état de droit dont vous parlez, la révolution. Ce sont les Sandadji. On les appelle les Sandadji, les Magoudara. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les talibés mendiants. Mais maintenant, tout le monde aime parce que nous sommes en ville, nous sommes des citadins. Effectivement, c'est très choquant de voir des gosses, ça choque tout le monde. Tout le monde. Moi, je suis passé par là. Moi qui vous parle, je suis passé par le système éducatif des Dara, ici à Dakar. J'ai manié. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Oui, mais vous êtes... Mais je ne défends pas ça, je ne défends pas la mendicité. Pourquoi Thierno Souleymane, il ne fallait même pas amener le débat ici. C'est ça que je voulais éviter en parlant des diplômés, en montrant qu'il faut quand même voir globalement. Ça, c'est le focus des ONG qui viennent nous dire, voilà, je suis d'accord avec, je les appelle ça, vraiment, comment on l'appelle, c'est des enfants vagabonds. Je suis contre le vagabond des enfants. Les enfants vagabonds, ils sont partout. Ils sont au Brésil, ils sont... J'étais en Portugal, je sais qu'il y a des enfants vagabonds. Il y a, dans tous les pays, il y a des enfants vagabonds. Je ne parle pas des enfants talibés, des enfants vagabonds. Pour moi, un enfant qui a mis quelque part, ce n'est pas un talibé. C'est un enfant vagabond. Personne ne peut le défendre. Ça, ce n'est pas la peine de créer un débat sur un débat. Tout le monde est contre. Professeur... Mon intérêt, mon intérêt, c'est de dire... Regardons le système éducatif lucidement. Le système éducatif qui est là depuis plus de 1000 ans, je l'ai dit. Et c'est le système éducatif qui a produit des gens qui ont révolutionné le Fouta, qui ont mis en place un État moderne que l'Europe nous envie. C'est bien avant la révolution du Fouta et bien avant la révolution américaine, qui a commencé effectivement en 1775, mais ils ont eu leur indépendance en 1783 à Versailles. Exactement. Bien après la révolution française de 1789. Donc la révolution du Fouta précède ces révolutions-là. En plus, les valeurs qui sont à l'intérieur, la norme qu'ils ont mis en place, les frontières qu'ils ont tracées et les valeurs qu'ils ont défendues dépassent de loin les valeurs qui sont défendues là-bas, aux États-Unis. L'esclavage est resté avec notre constitution. Ils ont gardé l'esclavage, ils l'ont gardé. Même chose que les Français, la colonisation est restée, mais ici c'était banni. L'esclavage était combattu. Ils ont la tyrannie, la dynastie était combattue, était éradiquée. Il y avait plusieurs dynasties. C'était l'élection. Donc, ce n'est pas comparable. N'ayons pas de complexe. Moi, quand je parle du système éducatif-là, qui a tellement de valeurs, j'en parle globalement. Je ne vais pas mettre vraiment le focus sur les gosses qui sont à Dakar, à Thiès, en ville. Je suis contre tout cela. Mais ce n'est pas ça qui fait le système éducatif classique. Je suis d'accord avec vous. Donc, il ne faut pas tout le temps ramener le débat à ce niveau-là. Parlons de ces diplômés qui sont passés par ces daras-là, qui ont quitté la rue et qui sont devenus maintenant, il a parlé du professeur Sangaré. Je ne parle pas des marabouts. Tous les grands marabouts qui sont vos références sont passés par ces daras-là. Professeur, je vais encore... prendre une petite parcelle de ça avec les ONG là et vous créer des débats inutiles pour ça. Non, mais professeur, c'est un peu énervant. Professeur, on va s'entendre et on va s'écouter. Oui. Vous l'avez souligné, vous l'avez mis dans votre ouvrage, c'est pourquoi j'en parle. Je ne dis pas que je vais mettre le focus sur ça, mais quand je veux dire, vous l'avez dit qu'on se parle en tant que Sénégalais. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que quand vous parlez aujourd'hui de ce legs lourd qui nous vient de la France, vous prêchez en convaincu. Tout ce que vous dites là, vous prêchez en convaincu. Nous n'avons pas besoin d'un apport exogène pour émerger. Mais ces enfants-là,
sont nos enfants, vivent dans la rue, qu'un seul soit maltraité, c'est toute la nation qui est maltraitée. Et ça, moi, je le dis et je l'assume. Quelle que soit la personne qui sera devant moi, je le dirai tout le temps. C'est ce que je dis. L'autre chose que je dis, en fait, j'ai entendu un jour Souleymane Bachir Diagne le dire, et c'est important. Il a dit que l'arabe, c'est la langue du Coran, mais l'islam, c'est toutes les langues. Et ça aussi, c'est très important. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, qu'on mette l'arabe peut-être dans notre système scolaire. C'est présent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en mettant l'arabe dans notre système scolaire, est-ce qu'on acquiert forcément les valeurs islamiques dont vous parlez? C'est un peu, quelle est la nuance aujourd'hui? Est-ce que, parce que vous le dites aussi quelque part, pour ne pas être contradictoire, vous parlez des langues nationales. L'arabe n'est pas une autre langue nationale. N'est pas, en tout cas, les langues qui ont sécrété le Sénégal depuis très longtemps. L'arabe nous vient d'ailleurs. Donc, si on veut un débat scientifique, on va assumer jusqu'au bout ce qu'on dit. Est-ce que c'est l'Orient ou est-ce que c'est l'Occident? Vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on s'oriente, il ne faut pas aussi qu'on s'occidentalise. Il faut qu'on trouve notre identité. C'est laquelle? Est-ce qu'on est un carrefour de tout cela? Il faut qu'on le dise. Ou est-ce qu'on est nous-mêmes quoi? On est sécrété par notre histoire, par nos traditions, ou par nos combats, ou par nos propres identités. Moi, c'est ça que je veux dire. On va terminer avec ça. Non, nous sommes d'accord, mais... Heureusement, on est d'accord. Mais il ne faut pas... Il faut qu'on soit d'accord, d'être en désaccord aussi. C'est ça qui a fait avancer un débat. Heureusement. Non, voilà. Je vous dis, j'aime bien votre nom, parce qu'il y a des choses qui sont derrière. Souleymane Bachir Diagne n'est pas le premier à dire ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit qu'il c'était le premier. Oui, non, d'accord. Calmons-nous, cher Souleymane. Il y a des difficultés peut-être, quelque part. Vous n'avez pas fini de lire le livre. J'ai tout lu. Ah, alhamdulillah. Ce qu'on ne différencie pas souvent, c'est les caractères arabes et la langue arabe. Je l'ai dit, quand on a qualifié, surtout la thèse d'Ahmad Samba a trompé beaucoup de gens, la liberté d'expression arabe. Il a parlé de la littérature d'expression arabe. Et dedans, il y a Seyid Moussaka. Ce n'est pas l'expression arabe, ça. Seyid Moussaka, ce n'est pas l'expression arabe. C'est écrit en caractère arabe. C'est un caractère arabe. Donc la nuance est là. Peut-être c'est ça qui vous a emporté. Moi, je ne défends pas la langue arabe. Je dis, on a pu quand même, avec l'Orient, pu rester nous-mêmes. Enseigner avec nos langues. Nous enseignons avec nos langues, jusqu'ici. Hein. On n'a jamais enseigné avec d'autres langues. En plus de cela, on a utilisé les caractères qui nous viennent d'ailleurs, ce qu'on n'a pas pu faire avec l'Occident. Vous m'entendez, Ken Souleymane? Je vous suis. Ce n'est pas de l'arabe, ça. C'est ça aussi qui m'a un peu séduit dans ce système éducatif-là. Nous sommes restés nous-mêmes. Effectivement, la langue arabe et le système éducatif avec des valeurs islamiques sont venus. Mais ce que nous étions nous-mêmes, pour moi, nous l'avons gardé. Nous avons gardé nos langues et tous ceux qui ont fréquenté cette école-là parlent mieux les langues nationales. Et nous avons émancipé nos langues. Parce que quand on écrit souvent avec les caractères arabes, les gens confondent, parce que vous l'avez dit, c'est la langue du Coran, disent que votre langue-là est une langue de paradis. C'est pour cela que les Peuls ont beaucoup utilisé ça. C'est au Fouta Djallon qu'on a commencé à écrire ça, à écrire en pulaar. Parce qu'ils voulaient émanciper la langue pour que la langue devienne une langue de paradis. Et c'est ça qui a amené ça. Vous savez, l'histoire de Cheikh Omar. Les premiers historiens biographes de Cheikh Omar, c'est un pulaar. Hein? C'est Mahmoud Aliou Thiam, c'est Mahmoud Aliou Ba. C'est après que vous avez vu les autres là. Et quand vous allez fouiller la bibliothèque omarienne en France, il y a beaucoup de manuscrits en caractère pulaar et soninké. Donc, c'est ça aussi il faut garder cette nuance-là. Cette force de nos ancêtres à rester eux-mêmes, tout en prenant ce qui vient d'ailleurs, sans rien perdre. Vous savez, le système éducatif est aliénant. Regardez ce qu'on a perdu avec l'Occident. Avec le système éducatif, on a perdu beaucoup, même nos langues. On a du mal à parler nos langues quand on est dans ce système-là, ce qui n'est pas le cas ailleurs. En plus, on nous interdisait même de réformer. Nous, on a rebaptisé les caractères, la lettre, on l'a rebaptisée. C'est pour cela, je me suis permis de dire que la lettre est là avant l'islam. On était en contact avec l'Orient bien avant l'islam, hein, il faut le dire. Hein. Oui. Bagdad, je ne parle pas d'Éthiopie, Aksum, ça c'est longtemps, du côté Yaman. Mais quand on a traversé le désert, l'islam n'était pas encore là. Les caravanes étaient là. Bachir le dit dans sa thèse. Donc nous étions en contact avec l'Iran, Bagdad, sur le croissant fertile, très longtemps. C'est pour cela, dans notre région, on trouve des juifs. Moi, mon nom, c'est Yuri. Ce n'est pas Oudi, c'est Yuri. Et nous l'avons en commun avec les juifs. Ce n'est pas pour rien, parce que les juifs étaient dans la région. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de gens d'Orient qui étaient dans la région avant l'islam. Donc on était en contact avec l'Orient. Et c'est pour ça que j'ai osé dire que la lettre était là, bien avant l'islam. Maintenant, avec le livre, on a créé un système éducatif. Mais on ne l'avait pas. Mais avec les commerçants, on avait la lettre arabe
on avait l'utilisation même de la lettre arabe avec les commerçants, les djoula. Al-Jawwala, c'est ça, djoulde. Djouli, vous pouvez créer une corrélation entre djouli et commerçant ambulant. Jawwala, commerçant ambulant, c'était d'abord les Arabes, puis les Sarakoulés, qui étaient les relais. Donc, on a vu ce qu'ils faisaient, on a pris le nom djouli. Jawwala, c'est le commerçant ambulant, parce qu'ils étaient ambulants. Et ce sont vraiment les premiers facteurs de l'expansion de l'islam. Ce n'est pas par le sabre. Là-bas, en Éthiopie, c'est la proximité géographique, mais ici, c'est le commerce. Nous, on n'a pas vu d'arabe. Il n'y a pas un agent arabe qui est venu chez nous en Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est exactement c'est un ouvrage. C'est un ouvrage très, très intéressant, vraiment, qu'on conseille à tout le monde. On pourrait rester des heures à en discuter. Ça s'appelle Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données du Sénégal. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ça, Madame Seck, par rapport à toute la discussion. Oui, c'est vrai que c'était intéressant et ce qui a retenu mon attention, Thierno l'a dit, c'est par rapport aux enfants de la rue, bon, qui me font, moi aussi, comme vous tous, énormément de mal. Je dis souvent que ce sont les personnes qui donnent aux enfants des pièces qui encouragent cette mendicité. On est obligé aussi, hein? Parce que, comment on est obligé? L'enfant est obligé d'amener de l'argent chez... Donc, il faut, en attendant de régler le problème en amont, il faut régler le problème du talibé tout de suite. Après, essayer de régler le problème en amont. En tout cas, moi, je ne donne jamais aux enfants des pièces. C'est pour encourager. C'est pour encourager. C'est un besoin portable. Je dis, non, il faut avoir de... C'est pour encourager la mendicité. Non, ça n'encourage pas. Ça veut dire que c'est avoir de l'empathie pour les enfants. Et parfois, c'est le bien de c'est lui qui donne ça. Oui, parfois aussi, il y a des gens qui disent, je donne pour tel sacrifice. On a vu avec la grève des bateaux d'Aminata Sofal. Vous venez nous présenter cet ouvrage, ce roman qui s'appelle Kani, une innocence trahie. Vous avez mis récit, mais bon, moi je trouve que c'est un roman, comme c'est une fiction. Du moment que c'est une fiction, c'est forcément un roman. Et vous nous parlez à travers ce roman de la vie, vraiment la vie difficile, je dirais, de Kani. Qui est une enfant dont les parents sont d'origine malienne, qui vit au Sénégal et qui a eu beaucoup de problèmes au sein de sa famille. Une famille qui au départ était vraiment une famille heureuse avec un père aimant, une mère vraiment très dévouée. Et après, les choses se sont un peu gâtées. Oui. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Bon, d'abord, en écrivant Kani, je voulais mettre l'accent sur l'éducation sexuelle qui est absente au sein de beaucoup de familles. Parce que même si vous voyez tous les problèmes dont Kani a eu à rencontrer découlent soit de la sexualité, soit ont un rapport avec une sexualité qui est souvent précoce, malsaine ou clandestine des filles, surtout des filles. Et quand je dis sexualité, c'est parce qu'une fille, à elle seule, ne peut pas avoir une sexualité. Donc, une sexualité, c'est toujours entre deux personnes, le garçon et la fille. Mais dans notre société, on s'est rendu compte que, malheureusement, en ce qui concerne l'éducation sexuelle, on incombe tout, ou bien la plupart, à la femme. C'est à la femme d'être vierge au mariage, c'est à la femme de bien tenir son ménage, c'est à la femme de ne pas avoir certaines dérives dans la vie. C'est une question d'anatomie, hein? Oui. Nous n'avons pas d'hymen. Voilà. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. Donc vous êtes les gardiennes du temple, comme on dit. Oui, bon, c'est vrai, mais... Ça, c'est anatomique, hein? On n'y peut rien. Oui, c'est anatomique, mais religieusement parlé, je ne vais pas aller dans ce débat-là. Ça rentre dans la religion. Ça, je vais laisser ça. Même ça rentre dans la religion et dans la morale, rien que dans l'anatomie. Voilà, culturellement parlant, bon, on incombe énormément de choses à la femme. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de mamans ne prennent pas le temps de s'asseoir avec leurs enfants, surtout les filles, pour leur dire que voilà, c'est ça que tu dois faire. En fait, on nous dit souvent, bon, vous devez rester vierge, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. On nous répète tout le temps ça, mais
rares vraiment sont les moments qui vont dans le fond des choses et qui expliquent aux enfants ce qui doit se faire et ce qui doit être. Ce qui a été le problème de Kani, parce que sa maman, malgré qu'elle soit dévouée, bienveillante, elle ne s'est pas rendue compte que son enfant vraiment était en train de se noyer sous ses yeux. Elle n'a rien vu parce que dans sa tête, elle pensait que c'était encore une enfant. Alors que ce n'était pas le cas. Moi, ce qui m'a un peu étonné, bon, c'est vrai que, comme vous dites, c'est une fiction, c'est par rapport à Kani Sissoko, qui est, comme vous l'avez dit, d'origine malienne, donc qui est Bambara. Et on sait que dans leur culture, ils ont une culture où il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle nous en Wolof, peut-être les leuls, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Donc, ils ont une initiation, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc, une fois que l'initiation, ce n'est pas seulement l'excision qui se pratique au niveau de l'initiation, il y a tout ce dont vous parlez. Il y a l'éducation sexuelle, il y a même plus que ça. Il y a des choses, c'est-à-dire même, ils disent qu'une femme n'est pas vraiment femme si elle n'a pas été initiée. Donc, tout ce que vous dites là, on ne le retrouve pas dans la vraie vie. Parce que là, bon, c'est vrai qu'on est dans le domaine de la fiction, mais est-ce que vous êtes assez documenté pour voir ce qui se passe dans la vraie vie? Parce que cette éducation dont vous parlez, elle existe dans beaucoup de cultures en Afrique. Oui, bon, ça existe, c'est vrai, mais bon, en tant que fille, j'ai été une fille, ensuite j'ai été mère et je suis une sage-femme aussi. Et dans le domaine de mon travail, je vois vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ça. Même si, comme vous dites, il y a... Parce que maintenant, c'est les citadines, vous êtes en ville, vous travaillez avec des J'étais aussi à Koungheul, où j'ai travaillé pendant quelques années quand même. C'est là-bas même que ces problèmes sont plus récurrents, parce qu'il y a souvent une sexualité qui est là, qui est précoce, mais surtout clandestine. Surtout c'est la clandestinité qui pose beaucoup de problèmes vraiment par rapport aux filles, à leur avenir. Parce qu'on voit des femmes qui étaient à l'école, des filles, mais qui, après sont obligées d'arrêter parce qu'elles ont chopé une grossesse, le papa est parti. Parfois on ne sait même pas c'est qui le père. Donc ceci, ce n'est pas pour appeler ou bien pour dire aux enfants, vous avez le droit à un libertinage sexuel, mais je pense qu'il est temps qu'on se mette à table pour vraiment mettre les points sur les i. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans notre société dont beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Et dans le cadre de mon travail, je peux vous dire que la sexualité qui est précoce fait énormément de problèmes. Oui. Je ne sais pas ce qu'en pense Laura. Bonsoir Madame. Merci pour votre ouvrage. Je trouve que c'est un bel hommage déjà à toutes les personnes qui peuvent être victimes de violences sexuelles. Et je trouve ça intéressant que vous évoquiez l'éducation, parce que pour le coup, on va parler de l'éducation des enfants, donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais également, je pense, on peut parler même de l'éducation de toute une société, parce que pour le coup, dans votre ouvrage, malgré la prévention, on voit bien que ça n'arrive pas qu'aux autres, évidemment. Et donc, il y a un moment où vous évoquez même la prévention en milieu scolaire. On nous dit qu'à l'école, si on se retrouve seul avec un homme, c'est qu'il peut se passer ça, etc. Et malgré tout ça, il se passe quand même du coup, il y a des malheurs qui arrivent quand même. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et je vous félicite en tant que sage-femme d'avoir pris l'initiative, en fait, d'écrire un livre avec tous ces thèmes-là abordés à l'intérieur, de poser ces questions-là. Et comme vous dites, je pense qu'il faut en parler dans les familles, dans les écoles, comme ça peut être le cas. Mais il faut que ce soit encore plus, finalement, parce qu'on voit bien que ça évolue vraiment trop doucement, je trouve. Et pour ça, je vous remercie. Je n'ai pas nécessairement de questions supplémentaires. J'aurais aimé parler un petit peu de la façon dont l'ouvrage m'a percuté, mais bon, j'ai pas trop envie de dire la fin, évidemment. En tout cas, félicitations et merci pour ce travail. Vraiment, je pense que vous êtes bien placé, en tout cas, en plus, pour en parler. Donc, pour ça, je suis admirative. Merci. Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Fatou Saousek. Bonsoir, Pierre. Félicitations pour votre ouvrage. Merci. Je pense que vous avez abordé des thèmes très sensibles.
Mais moi, j'ai trouvé ce roman très douloureux. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez envisagé comme ça, un personnage qui vit tous ces soubresauts, qui du matin au soir est confronté à des difficultés, rencontre des prédateurs, vit une situation extrêmement difficile au sein de son foyer, surtout après la mort de son père. Et malheureusement, sa maman est obligée de vivre dans un lévira. Tout ça, ce sont aussi les reliques de nos sociétés, ou en tout cas, je ne sais pas. Elle n'est pas obligée quand même. Ah, si, elle est obligée. Non, elle n'est pas obligée. Elle est obligée parce que si elle ne le fait pas... Non, mais regarde, le papa est venu lui dire non, je dois continuer. Oui, mais elle n'est pas obligée. Non, mais écoute, dans ces sociétés-là, si on ne dit pas non... Non, mais quand même, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les femmes sont libres. Voilà. Non, ça, c'est autre chose. Oui, on a connu beaucoup de cas où la femme refuse. Oui. Il lui suffit de dire non. OK, bon, après... C'est le pouvoir du non. Cette liberté-là, elle est nuancée, parce que je pense que cette société-là aussi, elle n'est pas... Elle est violente envers certaines femmes, c'est ça la vérité. Libre ou pas, parce que tout ce qu'elle a vécu aujourd'hui, elle n'a pas osé l'assumer, parce que si elle met ça sur la table, elle va être jugée, elle va être matraquée, elle va être détruite, parce que voilà, c'est une femme avec d'autant plus que la maison lui appartenait. Elle n'avait pas ce genre de soucis. Oui. Elle nous a décrit l'homme comme un parasite qui est venu vraiment... Mais c'est vrai, l'homme est un parasite. Le frère de son défunt mari est un parasite qui est venu et qui a eu un tempérament, je veux dire, crapuleux, quoi, quelque part. Parce que qui vraiment... Je sais pas, moi, c'est la première question que je vous pose. Pourquoi vous avez choisi pour cette tonalité de votre roman? Vraiment la douleur, la violence, c'est quoi? Bon... La douleur, beaucoup me disent que bon, ça fait mal, que j'ai mis trop de douleur à cette petite-là. Mais pour moi, c'était l'occasion de voir vraiment où peut mener une sexualité clandestine. Encore, je vais revenir sur ça. Parce que tout au début, parce que quand vous dites que depuis tout à l'heure, vous parlez de sexualité clandestine. C'est par rapport à quoi? Une sexualité qui n'est pas clandestine, ce serait une sexualité qui est affichée. Ou bien vous parlez de mariage? Non. Pas de mariage, non. Mais de sexualité affirmée. Avoir le droit d'avoir des rapports sexuels hors mariage. C'est ça que vous prenez? Non, je ne pense pas que c'est ce qu'elle veut dire. Non, mais attends, c'est elle qui va me répondre. Parce que depuis tout à l'heure, elle parle de... Oui, elle parle de sexualité clandestine. Je veux savoir c'est quoi le pendant de la sexualité clandestine. Voilà, on sait tous que culturellement parlant et religieusement parlant, on n'a pas le droit d'avoir une sexualité hors mariage. Oui. Ou bien avant le mariage. Mais ce que je veux dire est que on doit vraiment... Je ne dirais pas culturellement parlant, moi je dirais moralement parlant. Moralement parlant, parce que la morale, elle a même de manière universelle. Voilà, c'est banni les relations sexuelles hors mariage. Maintenant, je me dis que du moment que l'enfant a commencé à avoir des relations sexuelles, parce que quoi qu'on puisse dire... La première fois aussi, ce n'est pas elle. En plus, ce n'est pas tous les enfants. Il faut pas raisonner en exception. Ce n'est pas tous les enfants. C'est pas tous les enfants aussi. Il faut raisonner dans la généralité. Il ne faut pas prendre des... Et puis Camille, là aussi, elle y était pour rien. Pour la première fois. Vraiment, il n'y était pour rien. D'après vous? D'après moi, il n'était pour rien. Maintenant, au fait, la sexualité, elle n'est pas toujours clandestine, mais elle peut être aussi précoce et malsaine. Parce qu'il y a des parents, des mamans, moi j'en ai vu, des mamans qui savent que leurs filles ont une vie sexuelle. Voilà, mais... Ils font la politique de l'autruche. Voilà, mais malgré ça, elles vont accompagner leurs filles à l'hôpital pour faire leur planification familiale. Et oui, bien sûr, il y en a. Il y a des mamans qui accompagnent leurs filles. Donc qui assument que... Oui. Il y a des mamans qui accompagnent leurs filles à l'hôpital pour faire ça. Maintenant, des filles qui ne sont pas mariées? Qui ne sont pas mariées, oui, pour faire leur planification familiale. Maintenant, cette sexualité, elle n'est pas clandestine, mais elle est souvent malsaine. Parce qu'une enfant, si tu lui donnes les moyens d'avoir une vie sexuelle sans tomber enceinte, donc vous voyez ce que ça peut faire en fait. Après... En plus, le paradoxe, moi, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je vous posais la question, moi, parce que le paradoxe, c'est que beaucoup de gens, on voit de plus en plus de gens qui combattent les mariages précoces.
Les mariages précoces. Donc, on veut favoriser la sexualité précoce et de notre côté, on interdit les mariages précoces. Non. Donc, ce serait quoi, en fait? Non, sortir de la clandestinité pour aller où? Non, en fait, la précocité, ce n'est jamais bon, en fait, que ce soit le mariage ou la vie sexuelle. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'appareil génital de la femme est conçu de façon que, en fait, il y a des étapes, en fait, parce que une enfant de 12-13 ans ne peut pas porter une grossesse. Ah, ben on en a vu, hein, des enfants de 13 ans. Il y en a, avec des dégâts. Avec des dégâts, en fait. Par exemple, si vous questionnez, si on questionne l'histoire, parce que là aussi, il faut mettre un bémol. Parce que moi, je dis parfois que les gens ont peut-être un gap de connaissances. Si je prends même pas l'Afrique, si je prends en Europe, parce que à tort, on pense que tout ce qui est mariage précoce est ou africain ou musulman. Si je prends toute l'histoire de l'Europe, je peux vous citer tous les rois d'Europe, je peux vous citer toutes les reines. Elles se sont mariées à 12 ans, elles ont été mères à 12-13 ans, elles ont été mères maximum à 14 ans. Je veux dire, donc, cette construction qu'on fait de la précocité, peut-être même pas du mariage, de la précocité, de la gestation de l'enfantement, je veux dire, ça n'a aucune base scientifique. À la limite, c'est un fantasme qu'on nous vend. Parce que si on interroge l'histoire, ça, c'est les faits. Hein. Moi, j'invente rien. Oui, mais donc, ce sont les faits. Donc, mais il y a des bases scientifiques quand même. Ah non, mais parce qu'une fois qu'une femme, une fois anatomiquement, physiologiquement, une femme est prête à avoir des enfants, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est pubère, qu'on commence à avoir ses règles et qu'on commence à avoir des ovules tous les mois. Donc, je ne vois pas scientifiquement comment on pourrait me prouver que cette femme qui est prête ne peut pas enfanter. Mais elle est scientifique. Elle est scientifique, nous sommes tous scientifiques. Hein. Voilà. On a tous... Moi, personnellement, je ne suis pas contre les mariages précoces, encore une fois. Mais je peux dire que... Précoce entre guillemets. Oui, précoce entre guillemets. Parce que si ces enfants sont accompagnés, par exemple, on peut se marier à 12 ans, être libre avec son mari, mais après, bon, vraiment qu'on cherche à savoir, parce qu'il y a des analyses pour ça, il y a des radiographies pour ça, pour dire que cet enfant-là, son bassin est prêt à porter un enfant. Moi, en fait, je ne suis pas contre ça, en fait. Mais ce dont je suis contre, c'est qu'on mette les enfants vraiment dans des mariages et qu'ils portent des enfants. Après, bon, il y a des fistules par-ci. Cet enfant n'a plus de vue sexuelle. Non, je suis d'accord. Moi, par exemple... Voilà, l'enfant qui a un enfant... Oui, mais ça c'est très... Ça, c'est du boutade, quoi. Je veux dire, ça, c'est... enfant qui a un enfant, c'est compliqué. Parce que moi, par exemple, je pense que tout le monde ici serait contre ça. C'est vraiment les mariages qui sont forcés. Ça, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Un mariage ne peut pas être forcé. Une femme ne peut pas être donnée en mariage, même si c'est un enfant, contre son gré. Même ça, l'islam nous l'enseigne. Même quand le prophète disait ça, il disait on ne donne pas un enfant en mariage. Les gens, ils disent, mais comment une petite fille pour donner son approbation, parce qu'elles sont timides. Elle a dit, et le prophète, il a dit que le silence vaut consentement. Vous lui dites, si elle dit rien, elle sait pas parce qu'une fille qui ne veut pas, même si elle a 10 ans, elle va te dire je ne veux pas. Elle va déjà. Donc je pense que... Moi, je veux juste revenir sur la dernière question sur le personnage de Doudou. De Doudou. Doudou, oui. Ouais, Doudou, c'est qui a créé tous les problèmes dans ce roman-là. Et Doudou, on dirait que Doudou porte ça en lui, en fait. Pourquoi vous avez choisi de peindre Doudou comme un horrible personnage qui, de sa jeunesse à son statut de tonton, détruit tout sur son passage? Est-ce que vous pensez qu'il est comme ça, il ne peut pas changer? Est-ce que vous croyez que l'habitude est une seconde nature? Moi, je ne pense pas, mais vous? Bon, en ce qui concerne Doudou, bon... C'est le prototype, quoi, du tonton prédateur. Voilà, c'est le prototype du tonton prédateur. Et malheureusement, beaucoup de filles, surtout qui sont dans les milieux défavorisés, sont victimes de ces hommes-là. Parce que souvent, c'est avec la nourriture, avec les habits, avec les sorties. Voilà, pour des choses de rien du tout. Ça aussi, je pense que les parents vraiment devraient mettre l'accent sur ça.
Ah, ça c'est clair. Dire à son enfant que même si une personne te donne vraiment des habits qui coûtent, je ne sais pas, des... Non, il faut voir tous les hommes comme des prédateurs en puissance. Voilà, moi, je suis d'accord. Voilà, là aussi, il faut mettre l'accent vraiment. Dieu dit dans le Coran que la plupart des hommes sont malades. Il y a beaucoup d'hommes qui sont malades. Absolument. Dès que la tentation est là. Exactement. C'est pour ça qu'on a dit aux femmes de savoir comment parler aux hommes. Parce que la plupart des hommes, c'est des... Malheureusement, c'est... Oui, mais ça ne les excuse pas, en fait. Non, mais ça les... Évidemment, ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Il a volé l'innocence. Il faut toujours les prendre comme des prédateurs en puissance. Tous les hommes, moi y compris. Ils n'ont qu'à se soigner. Ils n'ont qu'à se soigner. Voilà. Professeur, vous avez un mot à dire par rapport à... J'ai bien aimé son terme. Sexualité précoce. Moi, j'ai entendu un débat sur le mariage précoce ici. Moi, j'aurais préféré la sexualité précoce, ce débat-là, que le débat mariage précoce. Absolument. Et j'aimerais bien lui poser la question. La sexualité précoce, la majorité sexuelle, je pense, en Europe, surtout en Allemagne, en France, je pense qu'il y a autour de 13 ans actuellement. Majorité sexuelle, je pense. Nous, on est quand vous avez une relation avec une fille qui a 13 ans, si elle accepte, c'est rien, ça passe. Absolument. 13 ans, je dis. C'est ça, non? Comment? 16 ans. Oui, c'est ça. 13 ans. C'est 13. C'est de plus en plus à la baisse. En France, c'était 15, Espagne, c'était 13. Oui. C'est entre 13 ans. La sexualité précoce. Et ils sont en train de diminuer. La majorité sexuelle, c'est 13 ans. Mais ici, on nous amène un débat sur le mariage précoce au lieu de débat sur la sexualité précoce. C'est ça qu'il faut. Mais on n'est pas obligé parce que la France a non, je n'ai pas dit pour la France. Je pense que ça englobe tout. Mais pourquoi on va focaliser sur l'institution au lieu de parler de la sexualité précoce, comme elle le dit? Là, on va protéger les enfants et tout le monde. Absolument. Mais si on parle de mariage, ça c'est autre chose quand même. Parce que on le sait, hein, les enquêtes le montrent, nos filles là vraiment rencontrent les hommes très tôt. Ça c'est dans toutes les sociétés actuellement. Donc il vaut mieux les protéger. On ne parle de mariage, mais sexualité précoce, ce débat-là, pour moi, est beaucoup plus important dans ce que le mariage précoce. Oui. Mais là-bas, peut-être, là-bas, ce qu'on a importé, on parle de mariage précoce, on l'a amené ici, et nous, on devait parler de la sexualité précoce. C'est une bonne approche. Je pense que la loi de là-bas, il faut vérifier, en Allemagne et en France, la majorité sexuelle, c'est 12 ans et 13 ans. Oui, c'est avec Chiappa ou je sais pas. Ils ont abaissé. Donc on accepte que les filles aient des relations sexuelles à 13 ans, mais se marier à 13 ans, je ne comprends pas cette logique-là. Absolument. C'est vrai, c'est les filles et les garçons. Absolument. En tout cas, c'est un roman très intéressant. Kani, Innocence trahie, qui est écrit de belle manière, c'est vrai qui se lit facilement. Peut-être que, comme ils ont dit, vous avez beaucoup insisté sur la douleur. Mais c'est un premier roman. Exactement. Donc, mais c'est vraiment très, très intéressant et nous avons vraiment beaucoup apprécié votre approche. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Madame Fatou Sosek. Également, toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Mamoudou Yurissal. Vous voulez aussi nous parler de l'Université du Fouta. Je pense qu'il y a un projet très rapidement de l'Université de Matam. Oui, je parlais de ça. Il y a une connexion entre les diplômés de Lazare et ceux-là. Je dis, les diplômés de Lazare sont les anciens Magoudara, Sandadji, ceux qui ont quitté parce qu'ils n'ont pas d'offre ici. Quand on a fait ce système éducatif-là, on veut accéder au supérieur, on n'a pas d'offre ici. L'offre académique est fermée. Il n'y a pas de faculté de sciences islamiques ni de théologie. Donc on est obligé de quitter le pays, d'aller à El Azhar ou bien au Maroc ou bien à Medina. Maintenant, tout récemment, le 28 mai, comme le président a dit qu'ils vont ouvrir une université à Matam, depuis un an il l'a dit, donc les gens en ont profité pour échanger sur ce projet-là, en disant que cette fois-ci, donner l'opportunité à toute la jeunesse, ceux qui sont dans les écoles officielles et ceux qui sont dans les daras, s'ils veulent accéder au supérieur et qu'ils ont le niveau, qu'on leur permette d'accéder au supérieur pour poursuivre au lieu de quitter le pays avec tous les risques du monde. Amener nos enfants en Occident, comme en Orient, il y a des risques aujourd'hui, qu'on le dise. Surtout après le bac, 18 ans, c'est trop tôt pour moi. Je ne veux pas parler de tout, mais quand même, il y a des risques. Il vaut mieux avoir des offres ici. Tout récemment, ce que l'Égypte a fait, l'Égypte n'envoie jamais ses enfants à l'extérieur. Mais ils vont faire tout pour que toutes les grandes universités aient leur campus en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait tout récemment. C'est ce qu'il a fait. Il a invité tous les investisseurs scientifiques à venir s'installer, que ce soit Harvard. Je pense que c'est tout l'Orient qui est en train de faire ça. Au lieu d'exporter le jeunesse, parce que c'est risqué. Nous faisons le contraire. Heureusement, mais je voudrais que cette université-là du Fouta soit vraiment une opportunité pour tout le monde cette fois-ci. Ceux qui sont dans les daras et ceux qui sont dans l'école officielle. C'est ça le but du congrès qu'on a organisé à Kilogne. Kilogne, c'était la capitale du Fouta, du temps des Almamis. Et c'est pour cela qu'on s'est réunis là-bas. Avec beaucoup de Sandaï, ils n'ont pas souvent la parole. Parce qu'on parle des marabouts et des talibés. Eux, on les oublie. Or, ce sont les universitaires de système éducatif-là.
En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant un freestyler, acteur et producteur. Il a été primé au Wurus Awards dans la catégorie meilleure révélation en création de contenu Internet. Les vidéos de son projet More Than Passion sont visionnées des millions de fois à travers plusieurs sites de sport dans le monde entier. De son vrai nom, Cheikh Ba, nous recevons Cheikh Footstyle. Nous allons recevoir également un auteur, compositeur et interprète de talent issu du hip-hop Galsen. Il vient nous présenter son single intitulé Paraître, extrait de son nouvel album African Style. De son vrai nom, Mamadou Camara, nous accueillons Rexty. Bonsoir messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On va commencer par vous, Cheikh, Dila Dalal une deuxième fois si plateau bi. Yow freestyler nga freestyler xam naa ñu ko xamul mooy xëj na ñi nga xam ne ñooy di jongler ak ballon yi ak yu demee noonu gis nañ ne da nga si am je sais pas une certaine créativité parce que da nga si indi ay nouveautés yoo xam ne xëj na daawuñu ko gis lu bëri. J'avoue que c'est la première fois mais gis façon yi ngeen di def yow ak sa gars yi nga xam ne da ngeen di tël di passante bal bi affaire yu sori yooyu parce que nous en tant que peut-être professionnel de l'audiovisuel man dama doon xool déjà ndax am na trucage wala déet parce que loolu moom laay njëkk a xool parce que ñun kenn mënuñu nax donc man damay xool bi ma ko njëkkee xool ma suivre bal bu baax ma gis ne lii parce que gis naa ñeneen ñu koy jéem mais ñooñu nañ koy couper tu vois que dañuy tricher mais yéen damay gis ne je pense que c'est ça qui étonne tout le monde quoi moo tax affaire bi actuellement àdduna bi mu jaaxal leen quoi yow est-ce que affaire bi yow succès bi bettu la. Je dirais non. Parce que dafa ñëw naturellement quoi après on a dañ ko je dirais dañ ko def léegi métier. Au-delà de ça aussi on a une équipe très solide derrière boo xam ñoo ñuy accompagner ci affaire yi su ñu amee concept ñoom ñooy ñëw xool ko. mais affaire yi amul trucage. mais xam naa am na yeneen yu ñuy dugalaat moom xam naa yooyu dañ ne trucage. mais du trucage. yu gën a grave yooyu. waaw. mais loolu yow lan moo la si dugal parce que yaa ngi defe naa bi nga fi mujjee yaa ngi ñu expliqué que yaa ngi génne ISEP bu Thiès jàng nga def say études supérieures et tout. après nga bàyyi fi loolu dem si kii bi wala yow footballeur bu raté nga quoi na nga waroon mel ni Sadio Mané foofu nga bàyyi football bi quoi voilà. non comme je dis rek football ak jonglage c'est deux choses diamétralement opposées. Tu peux être bon en tant que joueur et ne pas bien jongler et vice versa mais pour voir boobu noonu. je dirais que comme nga am ñaar ñëpp quoi. pour mun nga am ñaar ñëpp voilà comme ça El Hadj Diouf. El Hadj mën na jongler noonu. waaw on a eu à faire un spot maag moom mais il est excellent de passage maa ngi koy nuyu sax mais affaire bi je dirais que ñun dañu topp suñu passion rek. au-delà de jàng ak école yooyu noonu. je me dis que des fois comme temps bi ñu siy def nii benn maçon su ko defoon si li muy def ba léegi am na métier bi. si loolu la rek moo tax dañ siy nekk li comme métier lañ ko defee. suñu amee contrat on a des agents yu ñëw ñu xool ko je dirais que loolu mooy suñu métier instant yii. création de contenu. moo tax nga ne More Than Passion quoi. voilà More Than Passion benn projet la bu ñu def boo xamante ni dafa sold out en Europe dañ si defoon 100 exemplaires 500 exemplaires def ko si plateforme suñu plateforme jaay ma maquette di ko commercialiser mais au bout de 9 jours dañ ko jaay bu brésilien yeeg ñëpp jënd nañ ko foofu noonu mais Sénégal ba léegi des na. pour te dire que affaire yi. Europe la gën a doxee que on n'est jamais prophète chez soi quoi. voilà mais affaire yi jox nañ ko ay télé ñu koy retranscrire fële Europe aussi. mais fii tamit rien. juste pour dire que affaire yi foofu la doxee quoi. More Than Passion quoi. benn projet clé la benn compilation projet. amaale artistes ay consultants yu européens comme ay Philippe Doucet ay joueurs. ay internationaux ñëpp si biir. pour génne aspect wu. jonglage c'est pas qu'un jeu de spectacle quoi. on a inséré aussi différents thèmes. loolu moo tax More Than Passion en plus More Than Passion am na beneen définition mooy lu ñuy def nekkatul foo quoi nekkatul passion kese. comme li ñuy wax passion bu demee ba ëpp la doole métier la. léegi instant loolu mooy suñu métier. Laura. Bonsoir Cheikh, merci d'être avec nous et bravo parce qu'effectivement vous effectuez
des prouesses finalement. Ouais. Et vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. Donc déjà, je vous félicite. Et effectivement, ce que j'ai trouvé intéressant dans déjà le titre de votre projet, More Than Patient, du coup, comme vous le dites, c'est plus qu'une passion, c'est un métier. Vous aimeriez, parlez-nous-en du coup, vous aimeriez en fait peut-être que votre art finalement, votre sport soit plus professionnalisé peut-être, puisse permettre à d'autres jeunes comme vous d'apprendre et d'évoluer dans ce secteur? Oui, bien sûr. Déjà, c'est à nous de moderniser ce sport ou discipline pour que d'autres jeunes puissent vouloir aspirer à être comme nous. C'est-à-dire si le sport n'est pas aussi rentable, je dirais, si ça ne paye pas beaucoup, entre nous, quelqu'un, c'est bien papa ou c'est bien yaya, donc je dirais qu'on est porte-drapeau et ambassadeur de cette discipline au Sénégal. Déjà en Europe, les gens font de ça un gagne-pain. Il y en a qui ont des immeubles à travers ça, il y en a qui ont beaucoup de millions à travers ça. Mais ici au Sénégal, ce n'est pas aussi, je dirais, respecté. Ouais, parce que vous faites comme France, la France, il y a équipe nationale, suñuy dem Champs-Élysées, yow am na ay freestyle yu fay nekk. Mais yow bu ñu gagné Coupe d'Afrique bi oo nañ la yow nga ñëw si bundu palais bi. waaw man maa ñëw bu foofu. gars yi du après waa Total dañoo nekkoon en partenariat. da nga incrusté quoi. waaw après gars yi nañu waa ñëw leen noonu rek ñëw leen. mais bu fekkoon Europe la dañuy ñëw bindal le contrat. da nga am droit presque temps ak temps. mais fii da nga koy def parce que. booy loolu Sénégal la quoi. booy loolu c'est juste ça. Thierno. Félicitations. Merci, Thierno. Moi, je regarde tes vidéos et je suis très content parce que je me dis qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des jeunes Sénégalais qui sont dans le domaine, nous évoluer, quoi. C'est très important. Sincèrement, c'est une fierté. À moi, je pensais que tu es un footballeur professionnel, mais ce n'est pas ça ton objectif. Mais je pense que c'est normal aujourd'hui, que les Sénégalais soient accrochés. Parce que c'est nouveau. Tu parles de freestyle, tu es à côté pour moi dans l'un des plus grands freestyles de rappeurs de ce pays. Donc, nous baissons là en fait. Tu vois. Donc, nous baissons là, nous évoluons là. Donc, pour moi, il faut vraiment avoir une vision pour que sortir quoi, affaire. Tu vois. Aujourd'hui, est-ce que. Parce que Alioune n'a du trucage. Mais pour moi, c'est parce que c'est un travail derrière. Ouais. Est-ce que l'ol en fait, d'un liguer tous les jours par affaire parce que mon Dieu qui bon à part Diego Maradona qui peut tout faire avec un ballon pour moi parce que ça c'est lui l'enen lepp d'un job quoi voilà. Carrément c'est un travail derrière et en plus dañu denk ci moy innovation quoi di def ci affaire amna yo xam dañ ko def ci ay carapit amna yo xam ñu koy def ci marché yi ci Jakarta mais comme rek dañ koy def projet par projet bi ni c'est dafa and ak titre bi quoi More Than Passion pour nek affaire de passion amna benen buy ñew bo xamanteni ñu génn affaire yi dañ la méré mais yeggali non duñu méré amna yu def amna yu bari def amna voilà affaire yamale ñu ko sax ci ay mir amna ñeneen yo am mënuñu ko wax té inshallah dinañ ci gaay nañ ci gissene bop té suñu satisfaction je dirais mooy que amna ñu bari ñuy bëgg di liggéey ak ñun surtout après boobu affaire bu mu génné même en Europe aussi amna ñu bari ñuy bëgg di liggéey ak ñun ci ay concept publicitaire ci même ay téléfilm te après yooyu yëpp su ñëwee incha allah gars yi dañu gën a mën a comprendre quoi comme li ngay wax que gars yi comprendre lañu ko fii moo tax loolu mooy dire que loolu mooy suñu mission quoi ñun ñoo war a tax gars yi comprendre ko moo tax on se lamente pas di wax ay ci di ay fédération wala dara mais ñun te loolu noonu dinañ ko def incha allah. Super. J'apprécie bien la passion et li nga gëm sa bopp c'est important. Oui, c'est bon j'aime bien les gens positifs moo tax aujourd'hui est-ce que yéen li ngeen di def nii mun ngeen ko utiliser pour que nit ñi comprendre leen ngeen associer seen image yeneen combat pour société bi. Bien sûr. Ouais. Comme yan par exemple. Comme pour am na benn jour benn vidéo boo xam ni dañ ko def de manière très engagée c'était pour mooy vidéo bi ñu defoon ci raay bi. Pour gis gaaru Thiès bi nu mu kiiwee woon. On a fait ça après waa Brut International ñëw nañ def ci ay interview ay Oh My Goal aussi loolu tamit suñu satisfaction la. suñu laalee benn genre porte-drapeau à travers suñu art quoi. Comme ça fasciner les gens avec les jongles mais en même temps mu amaale ay messages yu ci jàllale quoi. waxal c'est ça. te yooyu nañ ko defaat yeneen quoi mais bëgguñu ko def pour def rek. tant que yëguñu ko duñ ko def quoi.
voilà. Rexti am nga baat boo si sànni par rapport ak. waa lu may def dama koy féliciter parce que c'est pas facile au Sénégal ah. mooy dañu nekk la nature humaine toujours bëggul innovation lu bees rek nit daf koy repousser quoi surtout rawatina Sénégal bu ñu la gisee ngay def loo xam ne moom comprendre ko wala c'est pas son domaine da koy soit du ko xoromal wala daf lay jéem a dénigrer quoi moo tax c'est très difficile nga nekk porteur de projet di défendre loo xam ni amagul ci réew mi dama koy wax samay encouragement et puis di leen wax jàpp rek taw bàyyi bu ñu la reconnaîtreul fii dinañ la reconnaître feneen parce que Sénégal peuple la boo xam ne ñoom li ñu reconnaître feneen la ñuy doog a jël ay suiveurs nañ kon c'est bon. yaa ngi classe sénégalais du sénégalais yëpp bah mais la plupart. en tout cas yow. bon nous en tout cas on le reconnaît. Ouais, absolument. yow da nga ñu indil ce single bu bees bi tout de paraître. ce qui est extrait de l'album African Style. est-ce que mën nga ñu wax un peu sa jaar-jaar parce que jaar nga fu bëri si hip hop bi mën nga ñu expliquer pour xëy na gars yi ne xamul bah avant tout damay wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim pour commencer di wax ça fait plaisir tey ma ñëw fii parce que nekk nga koo xam ne doon nañ la suivre depuis bi nga nekkee si beneen chaîne et puis li ñu yàgg seetlu Sénégal émission yi du am contenu yi tax ñuy wax dañuy émission yi du am niveau émission yi da ngay ñëw am loo war a proposer nit ki nga koy coordonner su amul niveau boobu mënoo fa wax lu baax kon c'est un plaisir tey ñu taxaw fii quoi man je m'appelle Mamadou Camara wala Mohamed Camara nekk artiste boo xam ni tudd Rexti bokk si groupe bu ñuy wax Alien Zik nekk au niveau des parcelles ñëpp ñi nga xam ne yàgg nañ si hip hop bi xam nañ groupe boobu quoi on a fait notre bonhomme de chemin depuis 2009 nañ njëkk a génnee suñu benn mixtape bu tuddoon www.rap.com concept bi nekk wute si waxin ak si wutin on est venu pour apporter la différence on n'est pas venu suivre li fi nekkoon mais dañuy ñëw def leneen lu fi nekkul woon loolu mooy suñu concept quoi ñu génnee après 2009 mixtape 2010 année bi si topp ñu génnee premier projet double CD de 36 titres si hip hop Sénégal mu nekk lu fi marqué loo xam ni hip hop bi ñu koy yëngu xamoon nañ lool te apporté woon na lu bees si affaire yi on avait constaté que rap sénégalais c'était plus que contenu mooy message nit ñi dañ doon wax li fi am dénigré xeex fi ay régime mais dañ doon laisser en rade la forme bi mooy la musicalité la façon de poser la façon de chanter loolu dafa pour man loolu mooy base musique parce que musique ñun bu ñuy créer li ngay njëkk a créer du parole si tu es un artiste boo xam ni da ngay job dans la musicalité li ngay njëkk a recherche c'est la mélodie mooy vibe bi après loolu bu nekkee après si nga koy jox forme mu am écriture mu doog a ñëw kon loolu c'est essentiel te loolu buñ si liggéeyul day tax képp ku comprendre sa langue sa musique du ko mën a attirer comprendre léegi nag ñun ñu liggéey si côté boobu génnee album bi il s'est trouvé ñu bëri dañ doon wax ni lii est-ce que musique yi ñu fi def ndax on l'a fait au Sénégal on l'a fait ici juste pour wane ni lépp loo bëgg rek il suffit nga am mental bi xam li nga bëgg def nga def ko absolument léegi ñu génnee album bi en 2010 mu nekk beneen planète après cela 2014 ñu génnewaat benn pré-album buy annoncer prochain album bi ñuy def entre-temps on est dans un groupe bu nekk 6 personnes ku si nekk li nga bëgg a génnee doo ko génnee si groupe bi parce que morceau 3 minutes la ku si ne da ngay am benn affaire bu sew mu jeex léegi en tant que artiste da ngay soxla prouver moo waral léegi album solo yi ñëw quoi African Style bi nga wax ni c'est juste une erreur mais African Style mooy sama premier album sorti en 2015 mu nekkoon album boo xam ni l'objectif c'était de montrer qu'on peut faire un hip-hop boo xam day am sonorité africaine sénégalaise avec notre musique sans ñu dénaturer ko. Tout à fait. Beaucoup de gens, beaucoup de rappeurs l'ont essayé mais dañ ko échoué. Parce que imagination dafa am création. ma gis seen dossier de presse bi ngeen insister ci African Style bi quoi. Donc à un moment donné je me suis dit mais est-ce que c'est le nouvel album ou c'est. Voilà c'est que album la bu marqué hip-hop Sénégal la parce que comme je dis dama fexe dajale ci maximum de beatmakers parce que dama amoon objectif. man dama nekk un artiste boo xam ni dama bëgg di relever ay défis chaque fois su ma nekkee ci milieu bëgguma nekk en reste dama bëgg di apporter luy doxal affaire yi ma xeex ci ba sonorité africaine yi nekk fi comme mu nekk ay suñu ngoyaan yi malien yi seen style sud-africain lépp laa dajale def ko ci biir album boo ko dégloo même boo comprendreul paroles yi affaire bi dafa lay emporter mu nekk album boo xam ni marqué na hip hop bi mais l'erreur en est que bi ma koy génnee objectif bi dama ko bëggoon sax maye
parce que man damay dem comme esprit commercial sooy apporter lu bees lu nit ñu comprendre bu leen ko metti la da nga leen koy woyof yombalal voilà ma ne dama koy maye ñu ne ma non jaay ko léegi nag loolu moo waroon j'ai pas programmé promotion bi si waroon topp ñu bëri si hip hop bi tey dañ ma mere nee nañ ma album bu ma génnee sax duñ ko jëndaat parce que j'ai sorti l'un des meilleurs albums boo xam ne amul voilà amul suivi moo tax avec single bu bees mi nii li ma defoon erreur album nga def promotion African Style waaw single bu bees même pas loolu sax mais erreur bi ma defoon que y avait pas trop de vidéos y avait pas trop de com avec single bii nii day annoncé album buy ñëw mais moo tax bii ma njëkk porté erreur bi ma ñëw jéem ko rattrapé fii def une vidéo de qualité pour mu annoncer li waaj absolument avant ñuy teg vidéo bi xëy na yaa ngi koy wax changement yi nga indi woon si African Style mais là aussi c'est un virement à 180 degrés parce que c'est clair lu ko waral c'est toujours dans le concept parce que je me dis on dit enracinement plus ouverture booy doog a ñëw da ngay wane fi nga nekk ak fi nga bokk après bi ma demee ba wane ni man je suis un Africain avec des valeurs et qui après j'ai besoin de m'ouvrir au monde te sama message dama bëgguma mu yem Sénégal kese d'où le choix son bi nekk en français pour que Burkinabé bi dégg ko Ivoirien bi dégg ko keneen dégg ko parce que c'est un phénomène social boo xam ni ça concerne tout le monde le paraître moo sonal àdduna bi les gens dañuy tendre vers loo xam nekkuñu ko di nekk loo xam mooy pousser société bi ñoom ñu nekk ay gens yoo xam ni ils sont faux quoi absolument voilà am naa nañ koy jàllale léegi balaa may jox sama gars yi très joli clip peut-être 2 questions rapides avant de passer la parole à Laura d'abord, qui c'est qui a réalisé le clip? C'est un Sénégal, ça a été fait ici? L'idée générale, le script, après, il y a des réalisateurs qui Sénégal. Sénégal. Mais ce sont des Ivoiriens, je pense. Mais ils sont basés ici au Sénégal. Ils sont basés ici au Sénégal. Ben bi moi yow kañ nga xam ne mën nga way lu xam nga ko bu yàgg wala daf la dab wala parce que on voit que si way bi amul benn fausse note yaa ngi ko teg si gamme quoi li gars yi wax man bi ma commencé sama première maquette c'était en 98 c'est là dama si rap en même temps dama si woyaale moo tax dans notre milieu hip hop bëri na ay rappeurs yoo xam boo jékki-jékkee di way les gens vont te xam jeter des pierres mais ñun musuñu sànni xeer parce que on a très tôt montré que ñun on fait de la musique nekk way que mu nekk rap l'essentiel na baax quoi essayer de faire comme il se doit. Laura. Bravo pour votre morceau qui est magnifique. J'ai bien aimé la mélodie, je trouve qu'elle accroche beaucoup et je pense que c'est un bon choix que vous avez fait d'impliquer un certain nombre de beatmakers venus un peu de partout parce que pour le coup ça fonctionne bien et la scénographie autour des masques m'a beaucoup intéressée parce que du coup je pense qu'on n'aurait pas pu mieux illustrer finalement le sujet du paraître que vous avez choisi dans ce morceau. Et du coup, je voulais vous demander quel parallèle vous pourriez faire entre ce paraître que vous évoquez donc, dans votre clip avec la vie réelle, donc on se maquille pour avoir le droit de sortir. Je trouve que c'est très profond de dire ça. Et quel parallèle on pourrait faire avec les réseaux sociaux et la façon dont ils vont influencer justement cette culture du paraître qui est de plus en plus exacerbée finalement aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, le paraître c'est un phénomène mondial. Tout le monde est inclus dedans. Man, déjà avant de venir sur le plateau, je me maquillé. Comprendre parce que c'est juste une métaphore. On se maquille tout le monde, mais la femme a un maquillage. Maquillage, c'est pourquoi avec les filtres, mon réseau sur avec ce phénomène des filtres, les gens qui des jeunes. Comme je dirais, c'est le monde du paraître. C'est que le système bouillant, les gens ils s'en rendent pas compte. C'est pas tout le monde qui a Snap. C'est pas tout le monde qui a sur TikTok. Lolo, c'est fait pour les artistes, les gens qui ont un public, comment dirais-je, les stars, ils peuvent se permettre chaque fois de nous douaner. Mais c'est justement le contraire. Effectivement. Les réseaux sociaux, moi, je connais la star de ta propre histoire. Mais c'est là le problème. Mais Lola, c'est un succès. Parce que je effectivement. Star ou une histoire. Moi, je star, je démocratiser. Moi, je star, star. Mais c'est ça le problème. Le risque. Moi, c'est-à-dire que j'ai l'arme pour le verre est dans le fruit. Depuis le départ, nous avons répercussions.
yi ñu ngi gis malheur bi muy causé da ngay gis comme je dis réseaux sociaux yi c'est un monde boo xam ni il faut nga am benn bagage soo si bëggee mucc mais da ngay gis tey xale bu la gën a ndaw moom tout le temps li muy am si vue sax ñi koy suivre yow mi artiste kenn du ko suivre lu tax ñu koy suivre parce que elle s'exhibe mi ngi wane yoo xam ni mi ngi attiré alors que yow yaa ngi exhibé wu te tout le monde tu es comment dire, tu es sensible nit ku si nekk tu es vulnérable kenn mën na ñëw dugg la ñaata problème ñooy am si réseaux sociaux ñu ñuy arnaqué ñoo xam ne dañ leen woo connecté leen ne la jaaral ñu dem ñaata personnes nañ jaare si réseaux sociaux yi parce que ñoom ñi ngi am TikTok bu kii ñuy wane image bu nekk si ñoom alors que nit ñi jël loolu utiliser ko contre yow je me dis que àdduna du ku nekk moo war a feeñ c'est pas à tout le monde d'être animateur c'est pas à tout le monde d'être artiste c'est pas à tout le monde d'être une célébrité loolu dafa am lu mu àndal mais si on s'expose ñun ñëpp déjà kenn du ràññee lu baax kenn du ràññee ki nga xam ne maîtriser na ak ku maîtriser wul comme je dis dans notre société dafa am lu ñu peindre ne la pour nga nekk une personne respectée une personne buy jeexal société bi dafa am noo war a mel première image ci vidéo bi dañoo wane une dame buy tëdd ci divan bi di nelaw avec ses habits tout le monde am ay dossiers yu nekk suuf loolu dafa lay wan ni dans notre société charge bi ñu teg góor kese mënatul yor réew mënatul yor kër da ngay obligé tu as une femme bu nekk bañkat moom tamit day génn ci kër gi dem liggéeyi yow nga dem moom mu dem les enfants ñu jox ko benn nounous ñaata yoon nga fi gis ay nounous yuy dóor ay xale di leen maltraité parce que du seen deret ku jigéen ki pour daw ay risque ñu dàq ko ci këram bañ a fay loyer moom mi ngi am benn partie boo xam ne du ko assurer mooy l'éducation de ses enfants te loolu valeur boobu noonu on peut pas l'acheter matériel bi on laisse ça ici tôt ou tard man su ma amee xaalis li nga sol mun naa ko jënd mais say valeur mun moo ko jënd sa doom loo koy bàyyil ay valeur nga koy bàyyil boo ko bàyyilee 5 millions day jeex mais soo nekkul nit doo sàcc tu dois respecter le prochain da nga war a am diine loolu ba àdduna di tukki moom da koy perpétrer ñeneen son bi loolu lay wax il faut qu'on fasse tomber les masques nit ñi nañ naturel suñu naturel dañuy pousser ñi dem ci leneen gisoon nañ fi kaaw personne bi nga xam ni moom moo rey soxna si nekk si multiservice parce que la société këram ñoo ko tegoon charge da ngay war a ngénte ñu ne la il faut 5 millions il faut 10 millions foo koy jëlee alors que wane nga image boo xam ni yow war nga yor 35 millions alors que yoroo ko félicitations grand merci grand clip bi c'est super en fait mais en fait moi je connais Rexty depuis peut-être plus de... En tout cas, je le suis pas, je le connais personnellement encore. Okay. Depuis avant Alien Zik, Underground. Escadron. Donc j'ai toujours suivi ce groupe-là avec beaucoup de plaisir. Et j'ai toujours vu ben relève du hip-hop. Mais malheureusement, je vais te faire les mêmes reproches que j'ai fait à Fla la dernière fois. Okay. Monsieur, j'ai dit, mais ces gens-là sont tellement talentueux, mais qu'est-ce qui se passe en un moment? On les voit plus, ils disparaissent de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé, grand? Pourquoi à un moment tu as tout laissé? Alors comme je disais tout à l'heure, tu es pour moi l'un des plus grands freestylers, l'un des plus grands rappeurs. C'est vrai, c'est vrai. Waaw loolu bëri na ñu koy reprocher parce que c'est simple. Suñu période, il n'y avait pas toute cette communication, il n'y avait pas toute cette facilité. Ñun dañuy génne woon album vers les années 2009, 2010, réseaux sociaux amul woon doole bi. Léegi tu sors une maquette nga dugal ko ci YouTube am ay vues yu dul jeex. Ñun on était trop artistes. Loolu peut-être c'est un défaut. Mooy suñu rôle parce que les gens Sénégal dañuy mélanger lu bëri da ngay génne album ñu ne la non artiste tu n'as pas fait la promo alors que xamuñu. Merci. Exactement. Ñun on voulait que en tant que artiste lépp lu ñuy jox le public mu nekk contenu bu baax kon on s'est barricadé di liggéey ci loolu noonu. moo tax bu ñu toogee 100 ans bu ñu génnee nit ki da ngay xam ne lii am na niveau. Peut-être que li ñu waroon am le background. Ce qui est drôle Thierno mooy que il t'a donné exactement la même réponse que bi la Fla joxoon. Exactement même réponse. C'est ça. Mais Fla fait partie du groupe en fait. Ah ok. On traîne ensemble quoi. Parce que c'est une réalité même aux États-Unis noonu la da ngay gis ni. ñii def bu c'est-à-dire bu baax bi dafa am chaîne de valeur ku nekk ak li nga war a def dafa am chaîne de valeur léegi comme ni mu ko demee léegi nag dafa am beneen événement bu am c'est-à-dire nit ñi soxlatuñu comme genre vidéo bii ma def mooy di sensibiliser nit ñi di wax nit ñi di leen yee non industrie daf fi am industrie objectif bi xam nga lan la nañ ko waxte dee mooy c'est pour pervertir les gens booy xool même aux États-Unis fépp fu am lan lañuy gën a fësal nit ñoo xam dañuy prôner nudité comprendre yor xaalis yor ay bière yor auto piscine loolu image boobu la ñu jaay mais image boobu ñun bi ñu koy jaay vers les années 90
xamoon nañu lii c'est pas la réalité te amoon na artistes yoo xam ne ñoom ñu ngi doon wane beneen image bi bu naturel bi nit ñi di dund mais de nos jours d'autant plus que loolu jàllul fii ñun bu ñu xoolee suñu histoire rap image yooyu kenn véhicule ko jàllul quoi mais li dommage mooy cette nouvelle génération si kii boobu la nekk si yoon boobu la nekk non effectivement si lancé boobu la preuve xoolal il faut xam lan mooy sa objectif je te donne un exemple les gens dañuy bëgg di feesal grand théâtre loolu c'est bien mais toujours booy xool au niveau du public lan ngay dégg est-ce que grand théâtre fees na est-ce que am na nit alors que mooy nekk kii bi quoi objectif bi te loolu on peut régler ça moo tax gis nga plusieurs personnes am concert dem seen maire yi fëgg leen ñu jox leen xaalis bu bëri ñu def ko comme yi mbër yi di def alors que bu ñu bëggee développer musique lu ñu war a laaj est-ce que le spectacle était bon ndax lumière yi baaxoon na ndax l'artiste il a assuré mais doo dégg yooyu loolu moo lay wan ne toujours dina am euphorie mais duñu mës a qualité bi ñu soxla duñ ko mës a am te la preuve koo si jël musique am teg ko yow nga jël sa musique teg les gens qui connaissent dinañ gis différence bi quoi nañu liggéey musique bi parce que cette musique peut s'exporter avec tout ce qu'il y a. C'est ça. Oui, bon, en tout cas, l'encourager, hein, peut-être dire, nous donner des dates, est-ce qu'il y a des suites, il y a vraiment des choses que tu prévois de faire. Comme je dis, son bi day annoncer album. waaw kon ñu ñëw si man moom dama automatisme quoi. Son bi day annoncer album buy waaj a génn boo xam ni je veux encore relever un défi def lu kenn deful. mooy si benn album nga dajale deux mondes yu différents mooy le monde de la musique occidentale ak musique africaine si benn album. avec un même concept mooy le vivre ensemble. malgré nos différends malgré lépp ñun ñëpp war nañ mën a nekk benn boo xool vidéo bi chaque séquence dafay am lu muy illustré soxna si vidéo bi jëkkëram tubaab la pour wane ni la monde bi ñu toll ñëpp benn métissage lañ toll quoi te loolu yàlla daf ko wax si alxuraan maa leen sax ngeen wute pour ngeen xamante ngeen demalante parce que lu baax nekkul si ñun kese lu bon nekkul si tubaab bi kese il faut que ñu demalante pour affaire yi changer quoi. En tout cas nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau di la gërëm di la encourager pour la suite. Très heureux d'avoir reçu Cheikh Footstyle également, de l'encourager pour ces projets. Remercier Laura Fortes ainsi que Thierno Souleymane Diop. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches. À dimanche prochain.